Bonjour à tous et bienvenue sur le campus Adaforce. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose un webinaire consacré à l'attention. Savez-vous combien de temps pouvons-nous maintenir notre attention? Eh bien oui, 20 minutes. 20 minutes et encore dans des conditions optimales. On va voir tout ça avec nos invités tout à l'heure. L'attention est une capacité indispensable au fonctionnement cognitif global. Elle constitue un prérequis à la mémorisation, la pensée, l'exécution et plus généralement à l'apprentissage. Alors, dans un environnement où tout va très vite, où on est sursollicité, hyper connecté, comment capter et maintenir l'attention d'un public? Ce webinaire vous donnera quelques clés de compréhension, notamment sur le fonctionnement de notre cerveau, et pour cela, nous nous appuierons sur les dernières découvertes en neurosciences. Nous allons donc plus particulièrement nous focaliser sur la conception des supports visuels que nous utilisons lors de nos différentes présentations. Nous sommes nombreux dans nos activités respectives à devoir réaliser des présentations. Et bien sûr, notre objectif, c'est de capter l'attention de notre public. Oui, mais voilà, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Eh bien oui, qui n'a jamais réalisé des PowerPoint remplis à ras-bord de textes, multicolores de surcroît et de graffitis en tout genre? Ok, je sais que vous me comprenez. Alors, à l'approche de 2025, nous allons prendre de bonnes résolutions et la première d'entre elles va être de réaliser des supports attractifs. Ce webinaire va être en 3 parties. Nous aborderons dans un premier temps l'importance de l'image dans les supports visuels et pourquoi l'image est si puissante pour notre cerveau. Puis nous parlerons de la place du texte et comment le cerveau réagit face au trop-plein d'informations. Et enfin, nous aborderons la synergie texte-image, c'est-à-dire comment le texte transforme la perception d'une image et maximise l'impact du message. Vous allez voir, le sujet est passionnant et pour cela, et bien sûr, il me fallait 2 experts. Nous accueillons tout d'abord Valérie Ngom, que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'elle est déjà intervenue sur notre campus. Valérie a créé il y a quelques années son cabinet en conseil et formation spécialisé sur les changements de posture des individus et des équipes et dans le développement de la performance par l'analyse des succès et des points forts. Elle est également conférencière et auteure. Son dernier livre, Cultivez vos points forts aux éditions Jouvence, que je vous recommande particulièrement. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bien, très bien. Je suis ravie et honorée d'intervenir encore avec grand bonheur pour Adaforce. Merci Valérie. On dit que l'attention est l'une des fonctions les plus complexes du cerveau. C'est ce que nous allons voir avec mon deuxième invité, Christophe Despéry. Il est psychologue, neuropsychologue, directeur de projet dans un cabinet expert de la santé psychologique au travail. Il est également expert judiciaire près de la Cour d'appel de Versailles, enseignant à l'université, spécialiste de la gestion des situations complexes et des crises, type suicide, accidents graves, vécu de harcèlement, tension sociale. Et également, il est responsable du pôle expert de la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Je suis moi aussi heureux de pouvoir aborder ce sujet et de le faire en partenariat avec vous et avec Valérie, qui nous donnera des exemples et des illustrations certainement moins académiques que mon approche et qui permettra de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel sur cette sollicitation attentionnelle qui est nécessaire à tout apprentissage. Exactement. Bienvenue Christophe sur notre campus Adaforce. Nous saluons également aujourd'hui Lorraine, la technique, et Léa et Françoise qui vont me transmettre vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par chat. Allez-y, ne soyez pas timides. Voilà, nous attendons, nos 2 experts attendent vos questions. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'1 heure. J'espère que nous saurons capter votre attention. Valérie, c'est toi qui ouvres le bal, c'est à toi. Merci beaucoup, merci Corinne. Alors, première chose que je vais vous demander, c'est finalement déjà vous faire sourire parce que on va voir qu'il y a un professeur qui a trouvé une technique incroyable pour obtenir l'attention de ses élèves et on va voir si vous faites la même chose. Alors, observez bien. C'est marrant, c'est bien. Est-ce que vous avez repéré comment ce professeur... Alors
Alors la dernière fois, je suis obligée de le mettre 2 fois pour qu'on repère le marteau et puis les smartphones. Alors là, vous avez vu, on a des élèves qui sont attentifs parce qu'ils ont compris que s'ils n'étaient pas, ils risquaient de voir leur smartphone massacré. Alors, ça amène la première question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous faites pour susciter l'attention de vos apprenants? Vous ne nous avez pas attendu, vous avez l'expérience, vous savez certainement déjà le faire, donc commencez à réfléchir à cette question. Et puis, bien, pour que le webinaire soit interactif, je vous propose d'utiliser un outil fabuleux, le WooClap. Vous devez connaître le WooClap, ça s'utilise avec un smartphone. Donc vous prenez votre smartphone et puis vous allez le diriger vers l'écran et vous allez avoir App WooClap qui apparaît. Voilà, et vous cliquez sur le jaune qui apparaît. Alors pour le moment, il n'y a rien qui apparaît parce que j'ai pas lancé de question. Voilà. Donc vous allez, sinon vous pouvez aussi ouvrir l'application WooClap. Donc vous tapez wooclap.com sur votre smartphone et puis vous tapez le code de l'événement qui est OSSQXS. C'est pas OSS ça. 77, c'est OSSQXS. Voilà. Et donc, dès que vous êtes sur WooClap, eh bien, on va pouvoir lancer, voilà, vos réponses. Oh, extraordinaire. Alors, utilisez l'humour, je vois écrit. Changement de ton, bien joué. Des PowerPoint avec des images, il y en a qui connaissent déjà. Ils utilisent Fatia. Alors, Fatia, ça doit être une super animatrice qui suscite l'attention. Les blagues, les questions générales, la participation, moduler la voix c'est extrêmement important également. En tout cas, vous êtes incroyable comme groupe, vous participez énormément, il y a plein de mots, ça fuse. Les interpeller, connaître son public, se déplacer dans la salle, animer bien sûr, faire participer. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre de nouveau? Les silences, excellent, les silences. Les PowerPoint. Qu'est-ce qu'on a? Geniali, je ne connais pas. Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, je saurai ce que c'est. Écoutez les apprenants. Vous allez vite là, ça défile. Bon, Corinne, hein, ils sont à fond. En tout cas, vous êtes très attentifs. Partager son expérience, ça j'adore. Oui, également. J'ai vu quelque chose. Quiz après les cours, très bien. Des questions ouvertes, les inciter à donner des situations vécues, activités en fonction des horaires de la journée. Oh ben non, ça fuse. Hein. Est-ce que j'en oublie? Geniali, faire réfléchir. Oui, qu'est-ce que tu as vu, Corinne? Ça permet de créer des présentations interactives. Ah d'accord, je le connaissais pas le Geniali. C'est l'équivalent de WooClap? Non, c'est encore un différent, mais c'est excellent, très intéressant. Bon, je vais passer à la suivante. Je vais passer à la suivante, ils n'arrêtent pas. Ils sont à fond. Bon, alors vous n'avez pas besoin de tout ça. Capter le regard, mise en évocation, les anecdotes. Waouh! Tout ça, c'est super. Bon, on voit qu'on a des gens qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience. Témoigner. Oui. Alors, je vais avancer. Et puis, je vais demander peut-être, Corinne, si tu es d'accord, à Christophe de rebondir sur tout ce que vous avez écrit qui est hyper riche. Merci encore pour votre participation. Alors, sur la question de l'attention, le premier élément qui me vient à l'esprit, en particulier au regard de ce que vous avez écrit, mais qui n'apparaît pas dans un certain nombre d'éléments, c'est que l'attention a besoin d'une émotion stabilisée pour pouvoir être mobilisée. Ce qui veut dire que si on a face à soi des apprenants qui sont en activation émotionnelle, ils ont au sein d'une structure interne à leur cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, si cette amygdale cérébrale est en hyperactivation, on aura une grande difficulté à les mobiliser sur des fonctions rationnelles, cognitives, et en particulier sur l'attention. Donc, première étape, c'est s'assurer que sur le plan émotionnel,
on est bien sûr ou face à des personnes qui n'ont pas une hyperactivation. Et c'est compliqué, et c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que dans notre système en France, on a une dissociation assez forte entre les médecins et les psychologues scolaires et les enseignants. C'est compliqué de savoir si un enfant ou un adolescent va bien. On sait que c'est pas dans sa nature de s'exprimer sur ce qui ne va pas, mais il faut savoir que dès qu'il y aura une difficulté ou une tension émotionnelle activant le fonctionnement de l'amygdale, on aura une altération d'une autre partie de notre cerveau qui s'appelle la partie corticale, les parties corticales, et en particulier le cortex préfrontal, qui sera incapable d'agir correctement. Donc cette émotion, c'est un élément préalable à toute attention importante. Après, effectivement, l'attention, si on veut s'amuser à la comprendre un peu plus en détail, on a généralement 3 typologies d'attention que l'on retrouve dans toutes les études qui sont bien construites. On a d'abord une attention sélective, c'est-à-dire la capacité qu'a un apprenant à focaliser de l'attention en faisant abstraction de l'ensemble des parasites ou l'ensemble des informations qui n'ont pas d'importance pour le traitement de l'élément important. Ce qui veut dire que au-delà de l'attention, il va falloir qu'il mobilise une autre fonctionnalité qui s'appelle le contrôle de l'inhibition. Si on n'arrive pas à contrôler l'inhibition de l'ensemble des parasites qui vont venir perturber notre focale attentionnelle, on va être en grande difficulté. Donc un enfant ou un adolescent, ou d'ailleurs tout le monde, nous y compris, si on veut apprendre quelque chose, on doit le faire en essayant de se trouver dans des endroits où les parasites vont être les moins perturbants. Donc cette attention va être très sensible à cette capacité à mobiliser son contrôle de l'inhibition. Puis au-delà de l'attention sélective, on va avoir l'attention soutenue, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question de savoir combien de temps on peut rester attentif à une situation de travail nécessitant, comme vous l'avez dit alors très justement dans les messages que vous avez adressés, des changements de rythme, des accroches différentes, savoir susciter quelque part l'intérêt pour un sujet, savoir repérer quelqu'un qui décroche et éventuellement essayer de le réancrer dans l'apprentissage. Mais cette attention soutenue, on sait que globalement, et pour être assez modeste, elle n'est pas infinie. Au-delà de 40 minutes, 45 minutes, elle est compliquée à maintenir. On peut aller dans certaines études jusqu'à 90 minutes avec des changements de rythme, mais très clairement. Et ça baisse au bout de 25 minutes. Ça baisse très vite, très vite, et ça va être très dépendant d'un autre processus qui est le processus d'apprentissage qui va être l'engagement avec le circuit de la dopamine qui met en lien la personne avec ses centres d'intérêt et sa motivation. Si la personne n'est pas motivée, elle n'aura pas une attention soutenue suffisamment dense pour pouvoir maintenir cette capacité de travail, cette capacité de concentration au-delà de 40 minutes. Au-delà de 40 minutes, ça va être compliqué. Et puis, il y a une dernière attention qu'on a tendance à oublier souvent, qui est l'attention divisée. C'est la capacité que l'on peut avoir, en tout cas que l'on voit en façade, à attacher de l'intérêt ou de l'attention ou de l'importance à 2 sujets entre guillemets, même temps. Je dis entre guillemets parce que dans les faits, les études montrent que ce n'est pas en même temps. On fait du swap entre l'un et l'autre rapidement. Et c'est donc la mémoire de travail qui va être utilisée dans cette situation pour pouvoir passer d'un sujet à un autre très rapidement. Donc cette attention, en fait, on la connaît bien, on la mesure plutôt correctement dans les centres d'évaluation de la mémoire, et c'est un élément majeur qui vient faciliter ou pas tout le processus mnésique, en particulier de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique. Sans attention, pas de mémoire. Et pas d'apprentissage. Et du coup, pas d'apprentissage. Parce que finalement, la mémoire, ou les mémoires, parce que je vais pas m'étendre trop sur le processus mnésique qui est un peu long, mais on peut dire qu'on va avoir une mémoire de travail, une mémoire qui sert à garder un peu en mémoire quelque chose et de faire fonctionner le raisonnement, qui nous permet de planifier, qui nous permet de travailler avec en stock des éléments mnésiques. Et là, on va se retrouver avec des quantités mnésiques qui sont relativement courtes. Généralement, on a tendance à dire que dans la plupart des études, on met en évidence 7 items, plus ou moins 2.
cet item plus ou moins 2 en mémoire de travail, si on veut travailler correctement. Mais au-delà de la mémoire de travail, on va retrouver la mémoire long terme, qui, elle, se divise en deux catégories, la mémoire dite déclarative et la mémoire non déclarative. Alors, la mémoire non déclarative, je vais pas en parler longtemps, parce que elle nous intéresse pas trop dans ce processus-là. C'est la mémoire qu'on appelle procédurale, où on apprend des processus. On apprend à faire du vélo, on apprend à marcher. Donc, vous savez marcher, vous savez faire du vélo. Généralement, vous savez d'ailleurs mieux le faire que l'expliquer. Mais une fois que c'est fait, vous l'avez, et globalement, sauf dégénérescence ou neurodégénérescence tardive, vous n'aurez pas de problème de mémoire procédurale. En revanche, sur la mémoire déclarative, et on en a deux, mémoire épisodique que j'ai évoquée tout à l'heure, et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des concepts et des mots, ce qui constitue un patrimoine commun. Ça constitue un apprentissage, ça relève de l'apprentissage. Et la mémoire épisodique, c'est l'encodage de l'ensemble des situations de vie qui va constituer petit à petit toute mémoire autobiographique et qui est d'une mémoire sensible. Sensible à l'émotion, je l'ai dit tout à l'heure, mais sensible à tous les éléments de vie qui vont percuter une personne. Cette mémoire épisodique est celle qu'on va le plus solliciter dans la situation d'apprentissage. Et là, trois actions. Enfin, il y a trois phases. La première, c'est l'encodage. Et pour encoder, on l'a dit tout à l'heure, l'attention va être l'élément prioritaire. Et puis, il y a le stockage. Il va falloir qu'on le stocke correctement. Et puis, si on veut que le stockage il soit accessible, il va falloir le consolider régulièrement, revenir sur le sujet. L'idée selon laquelle la mémoire, on pourrait acquérir des connaissances en dormant, ou en tout cas, très honnêtement, si un jour vous avez une publication sur le sujet, je suis preneur, ça n'existe pas. Travailler, apprendre, ça nécessite un effort. Sans effort, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on dit là ne sert à rien. Donc l'attention a du sens, mais derrière, il faudra travailler, consolider un apprentissage. Et puis, une fois que l'apprentissage il est encodé, stocké, consolidé, et ben le troisième élément, c'est on va le récupérer. Et donc ces trois processus, donc stockage, encodage et récupération, consolidation, je le mets dans le stockage, bien ce sont les processus qu'on travaille, qui se travaillent, et si on veut l'entretenir ou si on veut les développer, contrairement à un certain nombre d'outils, il faut les utiliser. Si on ne l'utilise pas, ça ne fonctionne pas. Et je voulais là-dessus finir juste sur un point concernant l'apprentissage qui va être le processus final d'adaptation, c'est qu'on a 4 piliers qui, à mon avis, sont 4 piliers importants à retenir. Le premier, c'est que sans attention, on n'arrive à rien. 2, et là, Valérie va nous expliquer et va nous donner quelques exemples sur comment favoriser cette attention. 2, l'engagement. Si la personne n'est pas engagée de manière active dans un processus d'apprentissage, très clairement, la passivité ne facilitera pas l'apprentissage. On a beau tout faire, ça marche pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si la personne n'est pas engagée, ça ne fonctionnera pas. Raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai évoqué l'émotion, même si c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais si cette émotion n'est pas présente, si cette émotion est perturbante, on va avoir une problématique d'engagement. Troisième pilier qui est fondamental, c'est la question de l'erreur, ou la relation à l'erreur. Il faut que l'apprenant se confronte à sa conception de ce qu'il apprend et que cette conception soit mise en cohérence avec le réel. Et parfois, l'erreur est là pour favoriser ce processus de consolidation. Donc, la confrontation à l'erreur est importante. Et puis, le dernier point, c'est la répétition constante, parce que sans répétition, encore une fois, on ne peut pas apprendre. Et je crois que c'est important de bien se garder à l'esprit que même si aujourd'hui, quand on parle de mémoire, on pense toujours ou tout de suite à ces mémoires externes que sont nos téléphones, que sont Google, que sont les chats GPT et on oublie, ces éléments de mémoire externe, si on les utilise à mauvais escient ou si on les utilise trop, eh bien, ils vont ralentir le processus d'apprentissage, le processus de mémorisation, et petit à petit, ça va s'étioler. Il faut bien garder à l'esprit que le système nerveux central, c'est un ensemble de cellules qu'on appelle les neurones qui se lient entre elles avec des dendrites, constituent des synapses, et ces synapses, elles bougent, elles changent, elles se transforment. Et si on ne les sollicite pas, eh ben, elles s'élaguent. Donc, on a besoin de faire travailler son cerveau constamment si on veut apprendre des choses et si on veut le garder en bon état longtemps. Alors, je reviens, il y a une question sur l'émotion, là, quelqu'un qui nous dit si on attire par l'émotion, laquelle est la plus efficace?
Laquelle d'émotion est la plus efficace? Alors, c'est vrai que l'émotion permet d'attirer l'attention. La peur. Parce que moi, j'ai parlé effectivement de la peur qui était plutôt une émotion négative et qui active cette amygdale qui, elle, altère le fonctionnement cognitif. Et en particulier la mémoire. Parce que dans notre anatomie cérébrale, ceux qui sont allés voir sur Internet, on a l'amygdale, ou deux amygdales au niveau des lobes internes, et on a à côté de l'amygdale, qui touche l'amygdale, on a ce qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe qui est un petit organe qui est un centre névralgique de la mémoire. C'est pas là que stocke la mémoire, mais là, c'est là que la mémoire passe. Ça va servir. Un amygdale, un hippocampe détruit, on le retrouve très facilement chez les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, mais du coup, cette amygdale, donc cette émotion, elle est très proche de ce processus d'encodage qui est centré sur l'hippocampe. Donc, l'émotion, elle est importante. Après, et c'est là où je pense, pour revenir à la question, c'est qu'on peut avoir des émotions négatives qui vont favoriser quelque part le processus d'apprentissage. Donc, toute émotion qui va permettre de développer le deuxième pilier que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'engagement, parce que finalement, cette émotion, elle va susciter de l'intérêt sur une chose précise. Toute émotion qui va favoriser ce circuit du plaisir, donc le circuit dopaminergique, va favoriser l'encodage. Donc, quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on le retient mieux que quand ça nous fait, ça nous casse les pieds. Exactement. Voilà. C'est plutôt une émotion positive, en fait, qu'il faut éprouver. C'est plus agréable. Merci beaucoup. Merci Christophe de faire le lien entre l'attention et puis ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs approches pour attirer l'attention. Alors, vous en avez évoqué énormément. Vous avez évoqué le storytelling, l'interactivité, la répétition, le rythme et beaucoup d'autres choses. Alors, ce sont des points qui seront réabordés dans d'autres séminaires Adafort, je le sais, Corinne, puisqu'il y a un cycle qui est prévu sur tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va se centrer sur une approche en particulier qui est l'impact des supports en formation. Alors, pourquoi je me suis intéressée au support en formation? Eh bien parce que il y a pas si longtemps de ça, il y a à peu près 1 an, j'ai pris une sorte de coup de vieux. Alors ça m'était arrivé, je me rappelle, il y a à peu près 20 ans, là j'étais encore toute jeune, j'étais sur des pistes de ski, je skiais avec, il faisait beau, j'avais le vent dans les oreilles, j'allais super vite et derrière moi j'entends un jeune qui dit j'arrive, et il y a une espèce de vieille devant qui me bloque et je réalise que la vieille c'était moi. Eh bien, pour les supports, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression d'avoir des supports PowerPoint fabuleux et je formais là des jeunes professionnels au marketing de soi, comment faire pour se mettre en visibilité et j'en surprends 2 qui disent à propos de visibilité, les slides de Valérie, ces PowerPoint, ils font vraiment vieux. Et j'étais super vexée et je me suis dit, il faut que je me remette en cause. Pourtant, j'avais l'impression que mes slides étaient géniaux et je réalise que dans la vision finalement de jeunes apprenants, eh bien mes slides ils sont obsolètes. Alors on va revoir finalement, j'ai revu quelles étaient les règles pour me remettre en cause et puis repartir sur des vrais beaux supports. Alors je vais vous montrer de façon très humble, très humble. Vous allez peut-être rire. Voilà ce que je faisais et que je trouvais plutôt très moderne. Donc voici un slide que j'avais sur la différence entre quelque chose qui était évoqué par Christophe, la différence entre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Donc la mémoire sémantique, il vous l'a dit Christophe, fait référence à des connaissances générales, à des concepts, à des théories, à des faits. La mémoire épisodique, c'est des événements perso, ce que je vous ai raconté sur ma piste de ski où je me fais traiter de vieille, des événements spécifiques qui sont liés à un moment ou à un lieu particulier. Voilà. Donc,
je racontais tout ça avec du détail. Alors si je vous le fais, ce que j'avais tendance à faire, c'est je vous lisais finalement mon slide en disant, voilà, la mémoire sémantique, elle est objective, elle est impersonnelle, c'est les faits, elle a trait à des connaissances générales, elle n'est pas liée à un moment précis, parce que si j'apprends par exemple les capitales, c'est pas lié à un moment précis, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans la tête, c'est des informations communes à tout le monde, comme 2 et 2 font 4. Et puis, c'est pour le langage, pour les concepts. Et puis, la mémoire épisodique, elle est subjective, personnelle. C'est mes anecdotes, ça me concerne moi, c'est les dates d'anniversaire. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, comme j'aime bien la pédagogie, je tendance à donner des exemples. La capitale du pays, les concepts mathématiques, c'est la sémantique. Et puis, l'épisodique, c'est se souvenir de la fête d'anniversaire d'un voyage de vacances. Alors, ok, ça c'était ce que je faisais. Je trouve qu'il y a tout dessus. C'est quand même assez riche. Alors, on est d'accord que ça manque de photos. Donc, vous, là, la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme illustration pour illustrer la mémoire sémantique et la différencier de la mémoire épisodique? On va marquer ça dans le chat, ça va être peut-être. On réutilisera Booklab tout à l'heure. Là, qu'est-ce que vous mettriez comme image? Marquez-moi dans le chat. Pour illustrer, là, vous devez choisir une image pour mettre sur votre support PowerPoint. Qu'est-ce que vous allez mettre pour la mémoire sémantique et sur les faits, sur les concepts mathématiques, sur des connaissances générales? Et puis, qu'est-ce que vous allez mettre plutôt pour représenter une mémoire épisodique et sur des faits autobiographiques? Alors, il formule d'un côté une photo perso de l'autre. Excellent, Isabelle. Ça, moi, j'adore cette idée. On a quelqu'un de très créative. Merci, Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Une image du cerveau, exactement. Carole, bien joué. Avec peut-être d'un côté, on écrirait... encore que, bon, il faut faire attention à pas se dire qu'il y a cerveau gauche, cerveau droit. Je crois que c'est faux, n'est-ce pas, Christophe? Ok. Alors, pas évident. Voilà ce que je vous propose. Par exemple, ça, c'est typiquement ce que je pourrais faire pour remplacer une carte mentale, Bénédicte. Bien joué. Voilà ce qu'on pourrait faire pour représenter la mémoire sémantique, avec par exemple des capitales, et puis la mémoire épisodique. Et je peux raconter exactement ce que je vous ai dit en lisant mon tableau. Je peux le présenter de la même manière, et c'est beaucoup plus vivant si j'ai une image. Je vous montre une autre pour montrer qu'on peut changer d'atmosphère. C'est plus vintage là, c'est un petit côté plus cosy, plus cheminé. On a donc la mémoire sémantique avec le dictionnaire, et puis la mémoire épisodique, c'est plutôt autobiographique, donc c'est mon journal intime. Et je peux raconter exactement, pour les différencier, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça permet de mieux mémoriser. Alors, qu'est-ce que je fais de ce slide-là? Eh bien, ce slide-là, je ne le projette pas, je le garde parce que je vais le donner à mes apprenants en fin de session dans mon support PowerPoint. L'image, ça va les marquer, c'est clair, mais par contre, le support tout détaillé, eh bien, je vais leur donner qu'en fin, pour quand ils vont devoir réviser, ils puissent retrouver toute l'information. Alors, pourquoi je fais pas tout ce tableau? Eh bien, c'est parce que, en fait, vous lisez à peu près entre 400 et 450 mots par minute. Et moi, même en parlant vite, alors je sais que je parle assez vite, je prononce à peu près 100 mots par minute. Donc, en quelques secondes, tout à l'heure, vous avez décidé soit de lire et de plus m'écouter, soit de m'écouter et de ne pas lire. Mais vous n'avez pas réussi à faire les deux. Alors que vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Là, vous n'avez pas besoin de faire un choix. Si je vous explique ce que c'est que la mémoire sémantique et la mémoire épisodique et que vous avez juste une photo à regarder, je suis sûre de capter votre attention. Et donc, il faut que j'ai le courage d'enlever le texte et de mettre surtout des images en racontant et en donnant le PDF après. Alors, le cours avant, Bénédicte, ça, je l'ai fait pendant des années, quand j'étais, depuis, ça fait plus de 30 ans là que j'anime. Alors, il y a des pour et il y a des contre. Dans les contre,
Je dirais dans les pour, c'est que c'est pratique parce qu'on se dit que les participants peuvent prendre des notes. Dans les contre, de la même manière, ils vont avoir tendance à devoir choisir entre le support et puis ce que dit l'enseignant. Donc, si ce que dit l'enseignant, comme l'enseignant parle à 100 mots minutes, de la même façon s'il le voit écrit, moi là j'ai mes notes, si je commence à lire, eh ben j'écoute plus l'enseignant. Donc moi j'ai tendance à dire remettez vos cours après, et si vous les mettez avant, on met juste des slides avec de quoi noter. Par ailleurs, sachez quand même que si les supports sont remis avant, si vous manquez de temps, que vous voulez faire sauter quelques slides, eh bien les apprenants vont vous dire bah, je comprends pas et ça va les déconcentrer. J'ai pas tout décrit. Il y a madame, monsieur, vous avez oublié un slide. Voilà. Donc moi j'ai personnellement tendance à tout donner à la fin ou quelque chose d'assez très synthétique pour permettre la prise de notes et je remets le détail à la fin. Alors, on va avancer. Valérie, une intervention de Christophe. Ouais, je voulais juste apporter un petit point d'expérience d'enseignement dans un cadre plutôt universitaire. Je m'aperçois que l'idée de donner le cours avant est assez intéressant quand on prend le parti pris de ne pas refaire le cours en cours. C'est-à-dire qu'on donne le cours avant et on répond aux questions et uniquement aux questions où on a des exercices sur lesquels on applique le cours. Mais si c'est pour refaire le cours qu'on a donné auparavant, effectivement, on va avoir une déperdition attentionnelle qui ne servira pas à l'apprentissage. On a plutôt intérêt dans ces cas-là, si on le donne avant, à se dire, on fait autre chose en cours sur lequel le cours sert d'appui. Mais voilà, c'est juste deux méthodologies différentes dans l'apprentissage qu'il faut intégrer en tant que tel. C'est deux manières différentes. C'est pas une variante. J'apprends différemment. Merci Christophe, c'est complètement vrai. Oui. Alors, on voit notre première partie. Notre première partie, c'est les visuels avec les 3 règles d'or. Alors, pour vérifier finalement l'impact émotionnel d'une image, je vais vous demander de voter pour la photo qui vous touche le plus. On les regarde d'abord, puis on prendra vos claps après. Donc ça, j'ai délibérément choisi un thème qui est le street art. Et puis vous allez voir là, j'aime bien le texte voyage immobile avec cette photo-là. Ça, c'est assez connu. C'est un monsieur qui lui, son métier, c'est d'enlever les graffitis, et le graffeur, eh bien, a fait un petit peu d'humour. Le lendemain, quand le monsieur qui enlève les graffitis est revenu, eh bien, il avait été représenté sur le mur en hommage à son travail. Ça, ça se passe de mots, mais je le trouve mignon. C'est un sparadrap. Ça, c'est mystique, féminisme, et que je trouve assez légère dans sa façon d'être, port du cerveau obligatoire. Ça, c'est en fait un street art. Vous voyez, il y a un matelas en bas de quelqu'un qui dort dans la rue et puis qui a recréé son univers, un univers d'un intérieur. Voilà, ça c'est une graffeuse qui a utilisé la verdure pour faire son. Et puis, mais ça c'est un peu personnel parce que j'adore les minous et qu'ils ont quelque chose de génial. Voilà. Donc, on va reprendre notre bouclap. Je vais cliquer. Et en principe, si vous cliquez sur actualiser, vous devriez. Alors, vous regardez les photos et puis l'idée c'est de cliquer sur une image et ensuite vous validez. Voilà, vous devriez les voir qui apparaissent. Celles qui vous touchent sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on voit que ça varie. Corinne. Donc, il y en a une qui plaît beaucoup. C'est la première avec les livres. Elle a l'air elle est à 43%. Elle est suivie de près par une autre qui touche beaucoup, qui est assez émouvante, qui est celle de la personne sans domicile qui s'est recréé son univers. On a quelques écologistes, une personne qui aime bien Mystique, peut-être la connaît. Bon, il y a des amateurs de chats, de félidés, 4%, il y a au moins une personne. Et 3 personnes qui aiment bien le côté humoristique de notre
de notre graffeur. Voilà. Alors, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal, il y a au moins une personne. Il y en a qu'un, le pansement avec avec le petit cœur qui n'attire pas. Mais sinon, eh bien, même s'il y a une majorité pour la première et puis pour la cinquième, eh bien, on s'aperçoit que les images touchent plus ou moins de façon différente. Alors, de la même façon qu'il y a un champ lexical différent quand on parle, qui évoque l'émotion, et bien de la même façon, il va falloir varier, si je le dis, les champs picturaux de nos images. Donc, une des premières choses que vous pouvez retenir, c'est que contrairement à ce que j'avais fait une fois où j'avais pris un thème qui était les chats, parce que j'aime bien les chats, j'avais mis tout un thème de photos sur les chats. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, mais c'est complètement ridicule ces photos, pourquoi il y a des chats partout? Donc si on choisit un seul univers pictural, c'est dangereux. Il faut au contraire varier au maximum les choix des images. Il faut changer d'univers pour impacter tout le monde, parce que vous ne savez pas ce qui va le plus impacter les personnes. Moi, je suis sensible au street art. Il y a des personnes qui sont pas du tout sensibles. Alors, on va voir comment créer de l'impact avec un visuel, sachant que le visuel, ça touche l'émotionnel. Et on est d'accord que c'est quand même plus facile de retenir des images que de retenir des bullet points, des listes à puces. Alors, j'avais tendance à faire ça, vous l'avez vu, soit mes tableaux, soit alors je mettais des petites images en haut à droite avec des petites puces, ce que j'appelle les slides vintage, qui avaient été réputés comme étant des vieux slides. Alors, je vous en donne un vieux et je vous montre comment on le transforme, en tout cas comment j'ai appris à le transformer. Donc ça, c'est typiquement un slide que j'utilisais avec ma photo, et là, je demandais, est-ce que vous savez décrire l'image qui se trouve au dos d'un billet de 10 euros? Vous manipulez des billets de 10 euros toute la journée, vous savez reconnaître vos billets de 10 euros, et si je vous demande, alors moi je peux même dire, je ne savais même pas ce qu'il y avait sur la face, alors ce qu'il y a au dos, je n'aurais pas la moindre idée. Et la réponse est normale, vous ne faites pas attention à l'image, votre attention n'est pas captée par l'image qu'il y a sur le billet ni au dos, parce que vous n'êtes pas en train d'imprimer des billets, enfin je ne crois pas des faux billets peut-être, mais si vous n'imprimez pas des billets ou des faux billets, eh bien aucune raison que vous soyez au courant de ce qu'il y a derrière. Donc c'est bien pour montrer que on ne fait pas attention si on n'a pas d'intérêt. Et donc le message que je veux passer sur ce slide, c'est finalement la motivation favorise l'attention. Alors on va voir comment on le transforme. Eh bien on enlève le bruit. Déjà j'enlève la date. Vous la connaissez la date, vous savez qu'on est le 25 et vous êtes inscrit le 25. Je vais enlever le logo. Avant, je mettais mes logos sur chaque slide pour pas qu'on oublie. Là, je pense que vous êtes au courant, vous êtes chez Adaforce. Donc déjà, ça enlève. Et puis, tout le texte que je suis capable de raconter, je l'enlève aussi. Et je vais demander à l'image de prendre toute la place pour créer mon impact visuel. Et ça m'a pris du temps d'être capable de mettre l'image en grand comme ça. Et puis, finalement, un message fort, qu'est-ce qu'il y a au dos du billet? Et je vais faire pareil, je vais exactement vous raconter la même chose, mais juste avec une image. Et puis, comme je suis sympa, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a au dos. Sinon, vous allez regarder dans le porte-monnaie. En fait, il y a un viaduc que j'avais jamais vu. Et là, mon message fort, la motivation suscite l'attention. C'est-à-dire si ça vous est utile. Et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans vos réponses, sur le fait que pour motiver, il faut donner du sens, il faut expliquer pourquoi. Voilà. Oui. 3 conseils clés. Oui, pardon. Valérie, une intervention, Christophe. Juste un point aussi sur cette question de l'attention et de la motivation. Vous avez probablement tous vu les petits films qui ont fait d'ailleurs l'objet d'études expérimentales sur les monkeys, je sais plus exactement. Les gorilles, oui. Oui, le gorille. On voit des jeunes filles qui sont blanches, enfin qui sont en habit blanc et d'autres en habit noir et qui se font des passes. On vous demande de compter le nombre de passes et si vous focalisez votre attention sur le nombre de passes, vous ne voyez pas, bien sûr, le gorille traverser le jeu, et vous ne voyez pas, pour ceux qui connaissent un peu, vous ne voyez pas non plus, quand on pose une deuxième question, qui est est-ce que vous avez vu qu'une personne est sortie de l'activité? On ne voit pas non plus. Donc l'attention, c'est aussi intimement lié avec un autre concept qui est celui de la perception. C'est-à-dire que quand on vous dit alors que vous avez expliqué quelque chose et que l'apprenant vous dit j'ai pas vu ou j'ai pas compris, enfin le j'ai pas vu, c'est vraiment ça en fait. L'attention peut oblitérer des éléments qui sont entrés dans son champ perceptif et pourtant il ne l'a pas vu, il ne l'a pas traité.
son cerveau ne l'a pas traité. Sa rétine l'a vu, mais son cerveau ne l'a pas traité. Donc c'est important qu'il soit bien attention, qu'il focalise bien son attention sur ce qui est intéressant pour lui et sur ce que vous voulez attirer son attention. Sinon, il peut être amené à papillonner et du coup à oublier de cette focale et à ne pas voir ce qui est intéressant qu'il apprenne parce que ça fait l'objet de l'apprentissage que vous souhaitez lui enseigner. Merci. J'adore à chaque fois je me dis c'est pas possible qu'on le voit pas et on le voit pas. Alors, les 3 conseils clés à retenir sur l'aspect photo, sur l'aspect visuel. D'abord, l'image parle beaucoup plus que le texte. Donc, on favorise l'image. Alors, les slides purement images, cela étant, on n'est pas intégriste, c'est à peu près un quart des présentations. Donc, quand vous avez votre jeu de slides, dites-vous qu'il y a à peu près un minimum un quart. Voilà, un quart qui doit être que de l'image. Puis après, on a des consignes, on a d'autres choses. On est obligé d'avoir du texte, il y a des slides avec des graphes, avec des histogrammes. Bon, il y a plein de choses. Mais dites-vous, un quart, ça doit être que de l'image. Parce que ça a un impact émotionnel énorme. Alors, l'image, je crois que Christophe en a déjà parlé, mais je crois que le visuel est important dans le cerveau. Je sais que tu m'avais dit que c'était à peu près 30% de cortex cérébral qui était consacré au traitement de la vision. Et les chiffres que j'ai, c'est que c'est 8% pour les toucher et 3% pour l'audition. Hein, je pensais pas que l'audition c'était si faible, donc on est très très sensible à l'image et il y a plus de place pour l'image. Et c'est relié, hein, tu parlais de l'hippocampe, c'est directement relié à l'émotion. Non, ça, je pense que oui, voilà, sur le petit schéma qu'on voit là, on reconnaît bien les structures cérébrales que j'évoquais tout à l'heure. Hein, vous voyez les espèces de deux petits œufs qu'on voit au centre même de l'encéphale. Donc on retrouve bien nos amygdales qui sont collés à ces espèces d'éléments qui va faire le tour, un peu comme si on avait un cortex interne en fait, hein, ce qui s'appelle l'hippocampe, qui est un centre névralgique pour le processus amnésique. Merci Christophe. Alors, premier principe clé, l'image qui prend toute la place. Et puis, autre chose, une autre règle de design que j'ai apprise pour mes slides, c'est que le silence est à la parole ce que les espaces vides sont à l'image, les espaces vides ou négatifs. En fait, il faut laisser de la place sur de l'espace vide sur ces images. Faut pas tout remplir. Moi, j'avais tendance à centrer mes personnages, ou en tout cas tout bien centrer, l'élément principal, je le centrais. Alors, si vous avez fait de la photo, est-ce que vous savez s'il faut mettre au milieu ou s'il faut décentrer? Alors, les photographes doivent le savoir, mais effectivement, il vaut mieux décentrer quand on fait et puis remplir de vide. Donc avoir beaucoup d'espace vide pour pouvoir d'ailleurs mettre ensuite le texte. Donc on voit l'idéal, et ça c'est une règle de photographe, quand vous voulez placer une image, eh bien vous essayez de créer de l'espace vide en faisant des lignes de force et puis en mettant le message bien dans un des tiers et plutôt vers le haut à droite, c'est là où on va mettre le message. Voilà, donc ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. Moi, je centrais systématiquement et j'ai appris tout doucement à décentrer et à mettre de l'espace vide. Alors, pour autant, vous voyez, en mémorisation, je mets que du texte. 3 choses à mémoriser à ce moment-là. L'image avant les mots. Donc, réfléchissez d'abord à l'image. 2, mettez des espaces vides. 3, la règle des tiers. On essaye de dessiner ces lignes de force. Maintenant, on va aborder le sujet du texte. Comment on gère le texte. Alors, pour que vous compreniez l'impact du texte, alors on va en plus faire appel à des notions que Christophe a évoquées. On va faire un test de mémoire. Alors, on a pas le droit de prendre des notes. On y va, on joue le jeu. Vous prenez pas de notes. Vous allez devoir jouer dans le chat. Attention. Alors, je prends mon chronomètre pour vous chronométrer et je vais vous donner 10 secondes pour mémoriser 5 mots. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Attention, c'est parti. Bon, Corinne, elle a une technique, elle est trop forte. Voilà. Alors, vous avez mémorisé combien de mots? Allez, marquez-les dans le chat.
Si vous pouvez, ouah, 3 mots, ouah, vous êtes trop fort. Ok. Oh, mais j'accélère, ils sont trop bons. Si vous, exactement. Ah, il y en avait 4, certains. Voilà. Attention, on passe à 6. Je vous redonne 10 secondes. Attendez, non, je fais arrêter, réinitialiser. C'est parti. Allez-y. 10 secondes. Voilà, ça va vite 10 secondes, hein. Ah oui, ça se corse, hein. Ça se corse. Alors, vous en avez retenu combien? 3. Pas mal. 4. Vous êtes en forme, hein. Oh, non, mais il y en a qui sont trop forts. Vous m'impressionnez. Yes. Bravo. Soleil, Ouest, bateau, mouche, caravane. Non, mais il y en a qui sont incollables, là. Rosa, Esmond. Oh là, c'est trop fort. Attention, je corse. On passe à 7. Alors là, c'est vraiment pour des champions. Mais comme je suis sympa, je vais donner un peu plus, là. Je donne 15 secondes. Allez, c'est parti. Ah oui, il y en a 6. C'est pas grave. Je croyais qu'il y en avait 7. On va voir si vous arrivez à 6. Attention. Est-ce que vous en avez mémorisé 6? Chaton. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On voit qu'on commence à... Oui, ça commence à être beaucoup plus difficile. Trop fort, mais quand même. Et il y en a qui sont trop bons. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, moi, vous voyez, je suis même pas allée à 7. On s'était dit, il faut pas qu'on leur en donne trop. Alors, pourquoi vous êtes très fort? Parce que j'ai triché quand même, hein. Je vous ai demandé d'en faire 5, puis 6, puis oui, c'est ça, 5, puis 6, puis encore 6. Et on confond avec les listes d'avant. Merci, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Bénédicte. En réalité, je vous ai fait mémoriser 5 plus 6 plus 6 encore. Donc, vous n'êtes pas qu'à 6 mots. Mais, en tout cas, pour garder en mémoire, c'est difficile d'aller au-delà de 7 mots plus ou moins 2, c'est ce que tout à l'heure Christophe vous a dit. Donc, on retient sur mon slide, alors pareil, on va pas être intégriste, mais quand même, on essaie de se restreindre à 7 mots, on essaie de pas dépasser 7 mots, et on va les écrire en très gros et avec des contrastes. Pourquoi? Parce que l'œil est sensible au contraste. Regardez comme c'est beaucoup plus clair si je l'écris comme ça. Alors moi j'ai eu du mal. Au début je croyais qu'il fallait tout le temps la même police partout. Et en réalité les designers vous le disent, il faut changer de contraste. Il faut changer de police. Alors pas trop de couleurs quand même parce que ça fait mal aux yeux. 2 couleurs max, ça c'est aussi les règles de design à retenir. 2 couleurs, des grosses tailles, 7 mots maxi. Et le minimum de taille c'est 32. Donc, quelle que soit votre police, vous dites 32, c'est minimum, et après, vous pouvez aller jusqu'à 96. Donc, vous voyez, la petite police que vous voyez toujours plus de, c'est 32. Et ça paraît petit quand on a beaucoup d'images avec de l'espace vide. Et là, j'ai bien la règle des tiers. Donc, on mémorise sur l'aspect texte, 2 couleurs pour les contrastes, éventuellement même 2 tailles de police, 7 mots max, 32, c'est la police minimum. Et on arrive au dernier chapitre, la dernière partie, le texte et l'image. Peut-être... Valérie, juste un point sur ces éléments qu'on évoque en matière de mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de garder en stockage limité, généralement c'est une trentaine de secondes, quelque chose qui ne nécessite pas qu'on l'encode plus longtemps. Quand vous allez chez vos amis et qu'on vous donne le code d'entrée de l'immeuble, vous n'avez pas besoin de le garder en mémoire, vous n'avez pas saturé votre mémoire avec des choses qui ne sont pas utiles. Et c'est important de comprendre ça comme ça et surtout de ne pas se dire attention, il faut pas que mes slides soient trop lourds pour faciliter l'attention, mais il faut pas non plus qu'ils soient trop. Il faut que le message qui soit derrière ne se limite pas à 7 mots. Le message que vous allez porter, il nécessite une prise de notes, il nécessite un apprentissage, il nécessite de passer de la mémoire de travail à de la mémoire épisodique et conceptuelle et sémantique. Donc oui, il faut pas en dire de trop, il faut pas en mettre de trop pour pas saturer et pour donner envie, mais ne considérons pas qu'on ne peut apprendre que 7 mots.
dans l'apprentissage que vous aurez donné, vous avez bien compris que il fallait apprendre un peu plus que 7 mots, souvent. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. C'est pas, c'est bien de nuancer. Au contraire, favorisons l'effort. On a aujourd'hui quand même beaucoup de jeunes apprenants, et même à l'université en phase tardive, des jeunes qui parfois nous disent mais on aimerait que les choses soient plus simples, et puis pourquoi apprendre, parce qu'on peut avoir tout dans nos mémoires externes. Ah, oui mais non, parce que souvent les mémoires externes, parfois elles sont fausses, elles vieillissent, elles s'actualisent pas, ce qui n'est pas le cas de notre cerveau, et donc il faut bien comprendre que ce qu'on dit sur la mémoire de travail, c'est bien pour la mémoire de travail. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique doivent s'entretenir, doivent se travailler, et pour ça nécessite de l'effort. Merci pour ces précisions, en effet. Alors, texte et image maintenant, c'est la dernière partie. Comme ça, on aura de la place pour les questions. Alors, quand j'ai retravaillé les B-slides, j'ai réalisé que je faisais des slides. Alors, le vrai mot, c'est des slides idiots. Alors, je les ai appelés des slides bateaux pour être gentil avec moi-même. Alors, c'est quoi un slide bateau? C'est un slide qui représente le mot qu'on écrit. Comme si vous faites un zèbre dans un album de photos pour enfants, un livre pour enfants, puis il y a marqué il y a un zèbre et puis en dessous il y a écrit zèbre. Eh bien, des slides bateaux, c'est quand vous mettez le lien. Et puis vous mettez une corde avec ou une chaîne avec des liens. Bon, c'est ce qu'on appelle des slides idiots, des slides bateaux. C'est ce que je faisais tout le temps. Donc on évite ces images-là. Et si on a mis du texte, le texte il est pour donner en fait, renforcer, on va dire que l'image transporte le message. Et là mon bateau il sert à montrer qu'il y a du transport. Il n'est pas juste là pour dire je montre un bateau parce que je veux parler d'un bateau. C'est parce que je parlais du fait que l'image transporte le message. Et pour conclure, vous voyez bien que les mots vont changer le texte de l'image. Vous voyez, ça c'est 3 jeunes filles, elles peuvent représenter l'amitié, mais cette image peut aussi représenter la diversité. Et vous voyez qu'on ne le voit pas du tout de la même manière selon le message qu'on va faire passer derrière. Donc, il y a 3 points à retenir. L'image est plus importante que le texte. Le message change l'image, mais l'image change aussi le message. Et vous voyez, on a réussi à faire le tour et à garder du temps pour les questions. Donc, je vais vous demander de retourner sur vos claps pour vérifier ce que vous avez retenu. Donc, en principe, vous devriez cliquer sur actualiser. Et alors, attendez. Non, c'est pas celle-là. Ah non, je me suis trompée. Je voulais mettre celui-ci d'abord. Alors, est-ce que j'en ai mis un trop tôt? J'en ai mis un trop tôt. Alors, hop, hop, hop. Je vous le remets tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Affiché. Alors, est-ce que vous l'avez là? Un peu de patience. Alors, non. Est-ce que je l'ai? Alors, c'est pas grave. On va le faire. Ah oui, c'est que j'ai pas mis la bonne question au bon endroit, tout simplement. J'en ai rajouté une tout à l'heure pour. Que retenez-vous? Reliez le chiffre à sa lettre. Affiché. Voilà. Ça devrait marcher là. Ou pas? Non, il n'a pas l'air de vouloir y aller. C'est pas grave. Ce que je vais faire, on va être souple. Je vais vous demander de répondre à la taille mini du texte. Mettez dans le chat. Quelle est la taille mini du texte? Vous avez une des réponses à droite. On va se passer de vous clap. Ça n'a aucune importance. Je vais lire les messages que vous êtes en train d'écrire dans le chat. Voilà. Taille mini du texte. Très bien. Nombre max de mots sur un slide. C'est parti. Trop fort. Excellent. Alors, la règle des contrastes, le nombre de couleurs du texte et le nombre de différences de police. Vous avez la réponse quelque part. Vous êtes trop fort. On voit que tout le monde a tout mémorisé, ça me fait plaisir. Ensuite, le silence est à la parole. Alors, sans peut-être tout écrire, quel est la lettre? On a Amandine, Lydia, Isabelle à fond, la Sophie. Bravo, merci.
qui est, j'ai pas tous les prénoms, hein, Fatia, je vois, Sharif, Sandrine, d'accord. Et puis l'image passe avant, évidemment, puisqu'il vous reste passe avant le texte. Voilà. Et puis maintenant, dernière question, et vous allez mettre peut-être dans le chat finalement les méthodes pédagogiques que vous avez repérées dans la présentation, puis on va pouvoir passer peut-être aux questions. Voilà, on a terminé après, oui. L'image que vous avez retenue, est-ce que vous avez repéré toutes les méthodes qui ont suscité l'attention, qui sont passées dans cette... Voilà. Et puis, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'effectivement, on passe à vos questions. Merci Valérie. Bon, en attendant les questions, moi j'ai une question pour Christophe. Est-ce on a moins d'attention qu'avant? Est-ce que le fait pour cette jeune génération, par exemple, qui est hyper connectée, elle a moins d'attention que nous avions à notre époque, ou ça n'a rien à voir? Alors, les différentes études sur le sujet ne mettent pas en évidence une modification attentionnelle significative. En revanche, on voit qu'on a une volonté à aller vite, à passer d'un sujet à un autre rapidement. Donc, c'est pas un problème d'attention, c'est un problème de motivation. On apprend à être motivé, à avoir du plaisir, donc du coup, en plan neurobiologique, à développer ces circuits de la dopamine, parce que ça change vite. Donc, c'est pas de l'attention, c'est de l'intérêt porté à des sujets sur lesquels on a besoin d'aller plus vite. Il faut aussi apprendre que on peut pas faire que aller vite. Il y a des fois où il faut réapprendre un peu de la lenteur et réapprendre que on peut pas, que la magie sur le plan du fonctionnement cérébral n'existe pas. Même si on a des capacités assez importantes, et en particulier les jeunes, les enfants, globalement jusqu'à l'adolescence, la puberté, il y a une profusion de construction synaptique qui rend les capacités spectaculaires. Après, ça se ralentit un peu, après ça évolue. Ça ne veut pas dire qu'après ça s'arrête, mais ça change un petit peu. Donc, il faut profiter de ce moment de foisonnement synaptique pour solliciter, stimuler, envoyer des messages et inviter la personne à faire des efforts et à partir du principe que tout ne se fait pas naturellement et gratuitement. Ça nécessite une attention et un travail. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, même si on a effectivement une partie importante de la jeunesse qui a une tendance à vouloir scroller et aller vite. Très très vite. Ouais. Alors j'ai une question. Pour une présentation de 10 minutes, combien de diaporamas faudrait-il? Je suppose des slides. Hein. Alors en fait, il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est que en moyenne, un slide c'est 2 minutes et demie dès lors qu'on dépasse 10, effectivement. Donc 10 slides, c'est 25 minutes. Après, il y a une technique, je vous invite à aller voir sur Internet, qui s'appelle Pecha Kucha, qui est très utilisé par les entrepreneurs qui veulent finalement pitcher sur leur auto-entreprise, leur micro-entreprise. Pecha Kucha, c'est 20 slides en à peu près 8-10 minutes. Et donc c'est timé pour ne pas dépasser 10 minutes et c'est 20 slides max. Mais c'est que des photos et on parle assez rapidement. J'espère que ça répond à la question. Comment rester concentré sur ce qui est dit tout en prenant des notes? Ah ben ça fait partie du travail que j'évoquais tout à l'heure et qui relève de l'attention dite divisée. Hein, où on a dit pendant très longtemps, on peut faire deux choses en même temps. Alors même si sans blague de mauvais goût, certaines pourraient le faire, dans la vraie vie, manifestement non. Il faut qu'on passe d'un sujet à un autre. Mais ça, c'est un exercice qui nous permet d'aller de swapper quelque part entre un sujet et un autre rapidement. Cette prise de notes, elle est faisable avec le développement de ce qu'on va appeler l'écoute dichotique, une capacité que l'on a à entendre quelque chose et à faire avec une autre partie de son cerveau quelque chose qui est en lien avec ce qu'on écoute. Donc c'est pas vraiment une attention divisée, c'est un peu divisé parce qu'on sollicite des capacités différentes, mais ça fait partie de quelque chose qu'on sait faire, qu'une personne normale sait faire. Donc il faut l'encourager et là aussi il faut la travailler pour la rendre la plus fluide possible. D'accord. Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'il suffit d'entendre une information pour la mémoriser? Sinon pourquoi?
En fait, le simple fait de l'entendre va faire que vous avez dans votre cerveau, on a trois grandes fonctionnalités qu'on visualise très bien à l'IRM. On a les fonctionnalités dites primaires, sensitives, donc que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat. On va capter l'info. Après, on va avoir des aires dites associatives, où on va associer ce qu'on a perçu avec un certain nombre d'utilités qu'on va faire de cette perception. Et puis, on a, sur la partie préfrontale, les aires dites hétéromodales, où là, on va traiter l'information dans un objectif de traitement complexe. Raisonnement, fonction intentionnelle et fonction exécutive. Sur ces éléments, on voit bien que la simple saisine d'une information, qu'elle soit visuelle, auditive, tactile, va être nécessaire, mais va pas être suffisante pour que derrière, il y ait cette interconnexion, et en plus, au-delà de cette interconnexion, ce traitement particulier qui va être fait sur le plan neurocognitif. Donc l'écoute, c'est important, mais il faut pour ça qu'on active des aires plus sophistiquées, en particulier des aires corticales qui sont en haut du front, qu'on va appeler dorsolatéral, et puis les aires qui sont en bas, ventromédianes, qui vont nécessiter d'être suffisamment serein pour pouvoir les activer et faire qu'elles fonctionnent correctement. Donc, écouter, c'est important. Émotionnellement, il faut qu'on soit pas en incapacité de les faire travailler. Et 3, il faut qu'elles soient, elles, sollicitées habituellement pour pouvoir gérer la situation et en faire quelque chose d'utilisable. Donc, l'écoute, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il va falloir que derrière, il y ait tout un processus assez complexe de traitement de l'information, de mise en parallèle de l'information avec ce que l'on connaît de l'histoire, puisque on a évoqué la mémoire, mais la mémoire, souvent, quand on parle de la mémoire, c'est la mémoire du passé. Or, la mémoire, c'est aussi la mémoire de l'avenir, la mémoire prospective, la mémoire du futur. Il y a un très bon livre qui a été fait, je crois, par Lionel Nakache, pas Lionel Nakache, par Francis Eustache, qui parle de la mémoire du futur. C'est cette capacité que l'on a à solliciter des fonctionnalités existantes pour se projeter dans l'avenir. Donc, vous voyez, quelque part, quand on écoute une parole, ou quand on entend quelque chose, ou qu'on ressent quelque chose sur un plan perceptif, il va falloir derrière le mettre en cohérence, en tout cas en résonance avec ce que l'on sait de la chose, et derrière, ce que l'on veut en faire. Et tout ça va nécessiter ce processus complexe du traitement préfrontal. Alors, une question d'Amandine. Comment récupérer un apprenant qui s'endort devant une présentation? Je pense que c'est une question intéressante, mais moi, j'aurais posé un peu autrement. Je me serais posé la question, pourquoi est-ce qu'il s'endort? Pourquoi est-ce qu'il s'endort? Et du coup, ça renvoie à la fois à ce qu'a dit Valérie, mais après, je laisse Valérie répondre sur le comment la récupérer. Mais, parce que l'une des méthodes, c'est de donner un coup de pied dans la chaise, quand même. Faut être très clair. De taper du marteau sur son téléphone. Sur le pourquoi, c'est vrai que c'est là où finalement on s'aperçoit que s'il s'endort, c'est que il est probablement fatigué. Donc il y a un problème de fatigue. Si il y a peut-être aussi un problème d'engagement, de motivation, et puis il y a peut-être un problème de divers et variés. Donc il va falloir questionner ces points-là. Être fatigué quand on a fait la fête jusqu'à point d'heure, c'est normal. Donc qu'on s'endorme quand on a fait la fête le jeudi soir, enfin, à mon époque en tout cas. C'était normal que le vendredi matin on soit un peu dans les vapes. Mais on était en cours. Mais on y était. Mais pour contre, on n'était peut-être pas forcément hyper attentif. Ouais, moi, ça m'est arrivé de ne pas aller tout le temps. Ouais. Mais par contre, quand quelqu'un s'endort et qu'il est fatigué, après il faut qu'on questionne la fatigue. Après, c'est à la limite du rôle du pédagogue, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on est face à un apprenant qui est en difficulté et qui s'endort, d'essayer de prendre le temps de le questionner. Il viendra pas vers vous pour vous expliquer qu'il a un problème émotionnel, qu'il a un problème de nature diverse et variée. Je crois que quand on peut, c'est intéressant d'aller vers lui et de le questionner. Il n'y a aucune autre méthode pour savoir pourquoi quelqu'un s'endort que d'essayer de comprendre pourquoi et de voir si c'est une fatigue normale ou si c'est une fatigue anormale. Ouais, bien. Valérie, Christophe, on serait bien resté, je pense, 1 heure de plus avec vous, sans problème, mais voilà, notre webinaire touche à sa fin. Je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir participé avec nous et nous avoir éclairé sur tous ces sujets.
c'est vraiment passionnant et on voit bien en peu de temps, hein, Valérie, c'est extraordinaire parce que on voit entre les présentations que tu faisais et ce que tu fais maintenant, vraiment c'est presque magique, quoi. Ça, et ça fonctionne, hein. On en parlait tout à l'heure. Donc, eh bien, écoutez, allez-y aussi, lancez-vous, partagez vos expériences avec nous. Hein. Vous avez bien sûr notre contact est sur le chat. Au passage, je vous recommande 2 ouvrages. Je sais que Christophe en remettra également plus tard. Je vous recommande Le cerveau funambule de Jean-Philippe Lachose, édition Odile Jacob, et puis Les nouveaux territoires du cerveau du professeur Bernard Sablonnière. C'est vraiment 2 ouvrages très très intéressants, mais voilà, je sais qu'on va rajouter les vôtres à cette liste. Sachez également que nous proposons des ateliers pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Vous trouverez également les coordonnées d'Aurélie qui s'en occupe sur notre chat. Et puis, je terminerai par cette pensée de Confucius pour vous accompagner cet après-midi. L'attention est le commencement de la vraie sagesse. Bien, je vous laisse méditer sur tout ça. Bravo, merci Corinne. En tout cas pour votre fidélité, votre écoute. À très vite pour un nouveau webinar, certainement qui sera consacré le prochain à la transidentité. Voilà, bonne journée à tous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.